Bonjour et merci infiniment de vous retrouver encore en ce jour pour votre fidélité à cette émission Rencontre chez un nouveau numéro, le décryptage de l'actualité sur notre chaîne en fin de semaine. Nous allons parler. L'actualité, c'est bien ces élections législatives et régionales qui auront lieu le 13 avril prochain. Ainsi a décidé le gouvernement qui a fixé ce double scrutin donc en avril, et nous faisons dans une sorte de pédagogie, un peu d'explication et de faire comprendre à la masse les enjeux et les défis de ce double scrutin, surtout que c'est la première fois que les Togolais sont appelés à voter pour deux scrutins le même jour. Pour en parler, au son de cloche aujourd'hui, M. Jean Kissi, il est le secrétaire national du bureau transitoire qui dirige le CA. Le CA, c'est le comité d'action pour le renouveau. Monsieur, merci d'accepter notre invitation. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez de nous exprimer sur ces questions. D'abord, mes salutations aux téléspectateurs de votre télé et à tout le personnel, la direction. C'est ça. Mais vous êtes habillé tout en rouge, là, à l'effigie du maître, hein? Un souvenir pour lui? Oui, par le temps que nous traversons, je crois qu'il faut marquer son héritage, parce que son héritage est en train d'être vilipendé par certains. Il faut que certains démontrent qu'on veut garder le patrimoine qui est un patrimoine national. Ce qui vous a légué. Oui, le CAR fait partie des rares partis encore vivants qui sont nés avec le processus démocratique. Lui-même, initiateur du processus démocratique togolais. Donc, je crois que tout le monde nous le dit, dans tous les cas, dans tous les camps, que ce soit du camp du pouvoir comme de l'opposition, que le CAR est un patrimoine national qu'il faut arriver à sauvegarder. Voilà, nous ne sommes pas là pour ça, nous sommes là pour la question d'actualité, notamment ce deux scrutins du 13 avril. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez été surpris par ces dates, ce délai donné par le gouvernement? Oui, nous avons d'abord été surpris, mais nous avons été hautement consternés par la façon dont ça s'est fait. Vous savez, ces élections étaient attendues depuis. Et depuis, on faisait des propositions. De très bonnes propositions que si le pouvoir le prenait, on aurait pu ensemble s'organiser autour de ces élections. Autrement. Des gens qui ne viennent pas au CPC l'ont fait. Mais nous, on en a fait même au sein du CPC. Parce que à l'ouverture de la CNAP, nous sommes allés. Et nous avons fait des propositions qui permettent de gérer la période qui vient de façon apaisée et d'aller de façon apaisée, de façon organisée et juste vers toutes les élections. Tous les sujets que nous avons voulu qu'on mette sur la table pour pouvoir organiser les choses de manière consensuelle, ils les ont rejetés. Donc du coup, ils ont continué seuls. Quand ils ont fini la CNAP, ils ont commencé le CPC, on est encore allé renouveler les mêmes démarches. Mais encore une fois, ça a été botté en touche. Ça n'a pas été pris en compte. Voilà, en vouloir refuser ce que les gens proposent humblement pour faire avancer les choses là où nous en sommes arrivés. Qu'aujourd'hui, la façon dont la date de ces élections est fixée est c'est du stress pour les partis politiques et pour les populations. Parce qu'on a laissé d'abord le mandat des députés aller à sa fin et dépasser. Alors que rien ne les empêchait. Le gouvernement est dans un seul camp, l'Assemblée nationale est monocolore, donc en fait ils ont tout. Il n'y a rien qui les dérangeait, il n'y a rien qui les bloquait et qui pouvait justifier le fait qu'ils n'aient pas eu la compétence ou la capacité d'organiser les élections. Puis, les critiques allaient dans le sens de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes seul là-bas? Il n'y a pas de trouble. Vous n'autorisez même pas de manifestation, même pas de réunion, même quelquefois pas de conférence de presse. Donc, tout. Alors, qu'est-ce qui vous a empêché d'organiser les élections? Les populations attendaient d'avoir ces explications-là. Lorsque, période dépassée, ils annoncent, patatrac, une date qui était située sur 3 mois et qui ne permettait pas à tout le monde de savoir comment est-ce que le processus serait. La date a été annoncée, RFI l'a pris et l'a annoncé pour nous, sans qu'on ait le chronogramme. C'est ça. Nous, les acteurs. Les élections... De toute façon, vous savez que les élections devaient avoir lieu, n'est-ce pas? Oui, mais il faut avoir le chronogramme pour savoir quand. Parce que sur chaque étape, il faut savoir quand. Il vous faut au moins 6 mois pour vous préparer pour des élections. Parce que les élections exigent un certain nombre de papiers. Les cartes les nationalités, les extraits de naissance, les casiers judiciaires, des photos, etc., ça exige.
et qu'il faut de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, dans les milieux les plus reculés, où les gens n'ont pas accès nécessairement à ces papiers, où les gens n'ont même pas, certains n'ont pas ces papiers-là, ils ont le droit, il faut qu'ils se préparent. Donc, il faut qu'ils sachent tout ça. Il faut qu'on se prépare pour mettre un peu de sous de côté pour les élections. Parce qu'on ne sort pas des nuits et puis on va. Dans tout ça là, il faut savoir le gérer. Parce que certains prennent des prêts à la banque. Il faut savoir quand et à quelle période il faut prendre les prêts à la banque. Donc, il y a un certain nombre de choses. Même sur les papiers qu'il faut fournir pour les élections, nous considérons que là aussi, c'est vraiment archaïque ce qui se passe. Parce qu'en fait, au lieu d'aller demander extrait de naissance et nationalité, etc., on aurait pu demander la copie de la carte d'identité. Et ça joue tout ce rôle-là. Oui, ça joue tout ce rôle-là. Vous allez en Europe, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi nous faisons ça ici. On demande extrait de naissance, tu as la naissance. On ne demande même pas de légaliser la naissance, on demande un extrait de naissance. Donc les gens sont là maintenant à la date où on est en train de nous demander est-ce que extrait de naissance, ça veut dire l'extrait de naissance original que nous avons photocopié, légalisé, ou ça ne compte pas. À la date d'aujourd'hui, moi-même, je ne suis pas en mesure de vous dire si l'extrait original légalisé compte ou bien s'il faut aller se faire et faire un autre extrait quelque part. Mais par le passé, comment faites-vous, Jean Kishi? Vous avez été aux élections dans ce pays? Moi, j'ai été à plusieurs élections. C'est cela. Et voilà, il y avait la copie légalisée de la naissance. Bon, maintenant, avant, il y avait même la copie légalisée de la nationalité. Vous savez qu'en temps, ils ont changé de nationalité. Oui. Et qui a la nouvelle nationalité? Bon, maintenant, ils demandent l'ancienne nationalité, si vous l'avez, vous le légalisez. Oui. Alors, ils demandent l'extrait de naissance. Ça veut dire que si vous avez la naissance, qui est le papier original le plus vieux, vous ne pouvez pas le légaliser, il faut aller chercher un extrait. Et mais quand vous avez la nationalité, vous pouvez le légaliser. Alors, comment vous comprenez cette dichotomie-là? Comment vous comprenez un État qui est là, qui a tous les moyens, et qui s'enfonce dans ces confusions-là, et qui plonge le peuple dans des confusions? Mais je ne sais pas. On aurait pu, parce que pour avoir la carte d'identité, on te demande nationalité, naissance, nationalité et fonction, attestation de prise de fonction avant de faire la carte d'identité. Mais donc, dès que tu fournis tout ça et que tu as la carte d'identité, lorsque tu veux devenir éligible et tu veux déposer ta candidature, mais fais une copie de la carte d'identité, dépose dedans et puis terminer. En Europe, c'est ça, on ne va pas mais continuer à s'enfoncer dans cet archaïsme-là. Moi, je ne sais pas ce qui se passe pour un État qui se veut moderne au XXIe siècle. Voilà un peu les difficultés dans lesquelles les gens sont, les difficultés dans lesquelles on nous a plongés. Et vous avez fait cette proposition, comme vous le dites, dans le cadre de concertation? Mais je vous dis même que dans le cadre de concertation, nous, on est allé juste à l'ouverture, on est parti parce que les sujets qui permettaient d'étudier toutes ces questions et de pouvoir trouver une issue favorable et que le peuple applaudisse qu'on a simplifié les choses, mais on ne nous a même pas permis de les poser. Mais tiens, il y a un des éléments. Si vous prenez, par exemple, les élections, disons les élections sur les 5 dernières années que nous avons connues, on est en 2024, on va à une élection. Vous prenez les élections depuis 2019, ou disons 2018, on a même fait des élections, ici. Quand vous évaluez le nombre d'argent, de sous qu'il a fallu pour établir les cartes d'électeurs, pour faire le recensement pour les élections 2018, 2019, la présidentielle de 2020, 2020 maintenant, et celui qu'on est en train d'organiser, on a fait des cartes d'électeurs. Quand vous prenez, vous additionnez ce qu'il faut pour faire ces cartes d'électeurs, est-ce que ça ne suffit pas pour faire des cartes d'identité à chaque Togolais qui a 18 ans? Alors, pourquoi le perdre dans des cartes d'électeurs alors qu'on aurait pu en profiter pour faire des cartes d'identité togolais et tu déposes ta candidature avec tes cartes d'identité et tu vas voter avec ta carte d'identité. Et du coup, tu as une carte d'identité. Et du coup, quand tu sors la nuit, tu as une carte d'identité. Quand tu veux traverser la frontière, tu as une carte d'identité. Oui, sauf du coup, tu as une carte d'identité. Quand tu veux aller à la banque, tu as une carte d'identité. Pourquoi on ne le fait pas? Oui, c'est que la carte d'électeur, c'est pour ceux qui sont en âge de voter, n'est-ce pas? Oui, mais la carte d'identité aussi, c'est aussi pour ceux qui sont en âge de voter. Quand on sort dans la rue, on vous demande la carte d'identité à 18 ans. Donc, dans tous les pays, quand vous avez 18 ans, vous devez avoir normalement. C'est-à-dire que c'est tellement logique. Tu ne peux pas aller dans certains pays et voir un jeune de 18 ans qui n'a pas sa carte d'identité. Quand on veut te contrôler, qu'est-ce que tu vas montrer? Donc, la carte d'identité est le papier qui couvre le tout. Pourquoi ne peut-on pas faire le générique et qu'on fait
Oui, mais c'est ce que je dis, que quand vous comptabilisez l'argent qui sert sur 5 ans à faire des cartes d'électeurs, tout cet recensement-là, ça suffit pour faire largement la carte d'identité et faire de l'économie. Mais pourquoi ne pas décider, alors, au lieu de la manière dont on fait le recensement et les cartes d'électeurs, de faire des cartes d'identité pour tous ceux qui sont en âge de voter, et à partir de ce moment-là, on le fait une fois pour de bon. Ça veut dire que de telle élection à l'autre, c'est ceux qui ont eu 18 ans qui vont encore aller faire leur carte, ils s'ajoutent aux autres, et puis, mais ça se renouvelle en même temps. Mais pourquoi? Pourquoi mettre de l'argent pour faire des cartes d'électeurs chaque 2 ans, 2018, 2019, 2019? Cet argent-là, on ne peut pas l'économiser pour faire quelque chose. C'est cela. Voilà, autre préoccupation, c'est le problème du découpage électoral qui divise toujours, malgré qu'on ait porté à 113 le nombre de sièges à dans la future Assemblée nationale. Oui, mais en fait, ce qui s'est passé là-bas, ce que les Togolais demandent, ce n'est pas d'augmenter le nombre. Parce que déjà, ce que nous avions déjà avait un certain nombre de charges. Il ne faut pas créer des dépenses dans un pays où il n'y a que de la misère. Il ne faut pas aussi avoir des députés où c'est devenu des députés pauvres. Avant, quand nous étions députés, quand vous allez à l'extérieur, vous allez dans des missions, vous n'êtes pas en mesure de prendre les hôtels où les autres sont. Dans des pays qui sont aussi pauvres que nous, ou même qui ont des richesses en dessous d'une autre, où on sait que leur économie ne marche pas, même la Guinée, etc. Quand vous allez, là où ils peuvent loger, vous les Togolais députés, vous ne pouvez pas loger là-bas. Et souvent, c'est une honte pour nous. Il y a tous ces problèmes à régler. On ne les règle pas. On augmente le nombre des députés. Le problème qui se pose au Togo n'est pas un problème d'augmentation du nombre des députés. C'est un problème de répartir équitablement. C'est le problème que le découpage soit un peu juste et équitable. Un découpage n'est jamais égal. Parce que vous ne pouvez pas trouver une circonscription où vous avez 120 000 habitants et vous allez dire que toutes les autres circonscriptions vont avoir 120 000 habitants. Non, pas un de plus. Ce n'est pas possible. Parce que dans une autre circonscription, même si vous commencez comme ça, il y a plus de naissances que l'autre, il y a plus de gens qui ont atteint 18 ans que d'autres. Mais il faut que le découpage suive un certain nombre de règles. Et ces règles standards ont été adoptées déjà pour les élections municipales et pour les élections régionales. Je ne sais pas pourquoi on n'applique pas les mêmes règles pour les élections législatives, alors qu'elles sont simples et on les connaît déjà. Quand vous prenez les élections, les élections régionales, il y a l'article 236 qui fixe le nombre de conseillers par région. Et après, c'est réparti par préfecture. Et cet article dit, vous avez 21 conseillers pour les régions dont la population est inférieure ou égale à 1 million d'habitants, 31 pour les régions dont la population est comprise entre 1 million et 1 million 500, 41 pour les régions dont la population est supérieure à 1 million 500, donc ça veut dire que c'est le plafond. Quand c'est supérieur à 1 million 500, on est arrêté à un plafond et au-delà de ça, c'est resté comme ça. Quand vous allez au niveau des élections municipales, c'est la même chose. Je crois qu'il y a un article là-bas qui dit la même chose. Voilà, c'est l'article 86 qui dit la même chose. 11 pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 50 000 habitants, 15 pour les communes dont la population est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants, etc. Alors, c'est la même chose qu'on applique partout pour les élections législatives. Ça veut dire que quand vous prenez le nombre de la population sur le nombre de sièges, oui, vous avez un quotient. Et à partir de ce quotient-là, on voit les contraintes. Les contraintes au Togo, c'est le fait que la façon dont on a créé les préfectures et qu'on a voulu que les préfectures soient les circonscriptions électorales ont créé un défaut d'origine, un déséquilibre d'origine, un péché originel un peu politique, hein, c'est pas un péché dans la façon de répartir. Parce qu'en disant chaque préfecture sur la base doit avoir 2, vous retrouverez des préfectures qui ont 80 000, qui auront 2 députés, donc ça veut dire que ça fera 40 000 pour un député, alors que le quotient électoral est autour de 75 000. Donc il y a un déséquilibre. Mais en acceptant et en digérant ce défaut originel, vous continuez, vous dites, comme ils l'ont dit ici, que chaque préfecture a 2 députés. Que ça, on ne peut rien y faire. C'est un péché originel, c'est un défaut originel. Ne parlons même pas de péché, disons que c'est un défaut originel. Il faut assumer. Donc, voilà, qu'il faut assumer. Maintenant, vous dites, à partir de ce moment-là, à partir de 100 000 habitants, à partir de ces 100 000 habitants pour le niveau plat, le premier plafond,
125 000 ou 150 000 supplémentaires vous donnent droit à un député. Encore 125 000 ou 150 000 supplémentaires vous donnent droit à un député. Ça veut dire que toutes les préfectures ont 2 députés jusqu'à 100 000 habitants, le plafond. À partir de 100 000, maintenant, comme ils l'ont dit ici, ça évolue de 100 000 à 225 000 habitants, vous avez un 3e député. Et quand ça évolue de 225 000 à 350 000 habitants, vous avez un 4e député. Du coup, c'est-à-dire que c'est normal, logique et régulier. Vous n'avez même rien à reprocher à personne. Quand vous savez qu'il est entre 100 000 et 225 000 habitants, il sait qu'il aura droit à 3 députés. Quand Zion sait qu'il est entre 225 000 et 350 000 habitants, il sait qu'il aura droit à 4 députés. On sait que quand Zion va dépasser 350 000 habitants, il aura droit à 5 députés, qui est le cas actuel. Si on le répartit comme ça, on aurait pris les 113, on l'aurait réparti, mais la répartition aurait été égale. C'est ça, oui. On n'aurait pas eu une préfecture où la population est de 160 quelque chose 1000 habitants, qui a 4 députés, et en même temps on a le Zion où la population est de 500 000 habitants et il a 4 députés. C'est-à-dire que le déséquilibre est tel qu'il y a une frustration, il y a une injustice. L'État introduit de manière délibérée et de manière sur l'injustice. Et ça va causer des problèmes. Et à quelle fin, si les gens, voilà. À quelle fin? C'est la tribalisation du processus, la tribalisation de la répartition, parce que le pouvoir a toujours envie d'avoir de la majorité. Quand on coupe, on essaie de voir les préfectures où il y a plus de population, qui de manière naturelle ont droit à ça. On essaie de voir comment est-ce que couper dans une autre préfecture, d'une autre région du pays, pour que ce soit le même nombre, disons les choses, dans le nord comme dans le sud. Il y a le problème nord-sud que le pouvoir a systématisé dans la répartition des sièges et dans la gestion du pays. Et c'est ça qu'il faut dépasser. Il faut sortir de ce tribalisme-là. Il faut sortir. C'est ancré dans leur tête, comme on ne peut plus dire que cet équilibre nord-sud, cet empiècement mais il faut dépasser ça. Il faut dépasser ça. Depuis après les indépendances, jusqu'après le processus démocratique, ils ont tout fait pour maintenir le même système. Non, il faut considérer les Togolais de la même façon. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire ça. Ce sujet me tient tellement à cœur, et c'est la raison pour laquelle peut-être j'ai suivi Agbo-Ibor dans le CAR. Parce qu'avant de créer le CAR, Agbo-Ibor, parmi toutes les organisations que lui-même avait créées ou participé à créer, qui étaient rentrées dans le CAR, j'ai été étonné que la seule qu'il a voulu diriger, c'est le comité d'action contre le tribalisme et le racisme. C'est là où il était président. Les autres, il était membre, la Ligue, la TLT, etc. Il était membre, mais il n'était pas président. J'ai cherché à comprendre pourquoi. Et j'ai compris qu'il savait que le problème nord-sud, le problème tribaliste était la gangrène du Togo. Et qu'il voulait, avec sa posture, contribuer à le régler. Et je raconte cette histoire souvent. Quand nous étions jeunes, on était encore un peu bandits. Et on faisait, avec des amis, on faisait la cour des filles du Nord. Et surtout des filles qui étaient issues d'un parent du Sud et d'un parent du Nord. Et on avait même un nom qu'on leur donnait, on les appelait Ekivio. Ekivio pour nous, c'est le métis entre le Nord et le Sud du Togo. Alors là où l'affaire devient intéressante, c'est que lorsque nous avions commencé nos mouvements démocratiques sur le campus, et que le pouvoir a transformé ça en un anti-mouvement, et avec sur fond de tribalisme, il y a eu les affaires de Bodje et de vous vous souvenez. Alors, on était chez une de ces familles-là, dont le papa même était un grand quelqu'un de l'État. Et le problème était intervenu, et on disait qu'on avait chassé des gens de Baie, on avait chassé des gens du Sud, etc. Et c'était une petite fille, c'est la sœur de la fille chez qui nous allions. Et c'est elle qui disait, mais ce qu'on dit là, puisqu'elle était une fille, ils avaient un grand frère. Ce qui se passe au Togo là, est-ce que ça veut dire que ce qui nous arrive là, c'est qu'on va chasser les gens du Sud et que nous, mon grand frère et papa vont aller au Nord et nous et maman on va rester au Sud. Parce qu'elle
étant enfant, elle croyait même que le problème était répartition de sexe. C'est-à-dire que dans sa tête, si la maman qui est du sud reste au sud, les filles vont rester au sud, disons, et que le papa va au nord. Mais ce jour-là, j'ai versé des larmes. Parce que c'était ce que je raconte aujourd'hui là, c'était au moment où il y avait des problèmes, et des gens, on avait ramassé un certain nombre de gens dans la maison du parti, etc. Et on disait, il y avait la crainte dans la ville, il y avait le danger qui était là. Et c'est dans cette situation que la fille, on causait à midi, elle sort ce problème-là. Mais j'ai versé des larmes. Et depuis ce jour-là, je me suis dit non. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en politique, répartir rien en mettant en fond un problème nord-sud. Ça ne doit pas exister. Et ça continue de gangréner un certain nombre de nos choses jusqu'à présent. Mais en réalité, comme vous le dites, dans nos ménages, il n'y a pas ce souci. Dans la maison, il y a cet embrasement. Aujourd'hui, il y a cet embrasement. Oui. Mais les politiques ont envie de le maintenir pour garder leur pouvoir. Tout ça, c'est dans le dessein de conservation du pouvoir. Ça, on doit, si on aime ce pays, on doit dépasser ça. C'est ça. Ouais. Rencontre Richard, nouveau numéro. Nous parlons des élections législatives et régionales du 13 avril prochain. 12 scrutins donc, pour lesquels les Togolais sont appelés à voter à la fois pour les députés et pour les conseils régionaux. Jean Kissi, secrétaire national du bureau transitoire du Cap, est mon invité. Alors, autre préoccupation, c'est la question du cautionnement qui a aussi divisé les esprits. On pense que de 100 à 200 auparavant, c'est passé subitement à 500. Avec une discrimination positive avec les femmes. Ce n'est même pas de 100 à 200. C'est de 200 à 100. Oui. Et puis c'est-à-dire qu'il y a 4 ans, 5 ans, on a jugé que c'était trop élevé. C'est ça, 200. Et que, compte tenu du pays qu'on est, et du niveau de vie des Togolais, du pouvoir d'achat, c'est comme ça on l'appelle des Togolais, il fallait descendre de 200 à 100. Oui. Et puis d'un seul coup, alors que tout le monde reconnaît que la vie chère a évolué dans presque tous nos pays, avec la Covid et puis après la crise ukrainienne, que tout est devenu trop cher. L'inflation est galopante, personne n'arrive plus à vivre. Même ceux qui sont un peu aisés, chacun le dit un peu. Et puis d'un coup, on dit, il faut remonter de 100 à 200. Moi, j'ai été candidat, lorsqu'on est allé aux élections de 2013, j'ai payé 200 000. On a payé 200 000 pour chaque candidat. Et puis, quand ils étaient sûrs que l'opposition allait boycotter les élections de 2018 et que c'est que eux seuls et leurs amis... Comment êtes-vous sûr qu'ils étaient sûrs? Mais ils savaient, puis on ne l'a pas déposé. C'est ça. Et puis on ne l'a pas déposé. On a dit sur tous les médias qu'on ne va pas. Ouais. Et on n'a même pas prêté serment à la CENI. On a refusé de rentrer dans la CENI. Ouais. C'est le moment où on avait eu 8-8. Donc le fait qu'on a eu 8 et pourtant on a refusé d'y aller, ils savaient déjà qu'on n'allait pas y aller. Donc, et rapidement, ils ont rabaissé à 100 000 francs. Donc on le fait à la tête du client, quoi. Aujourd'hui, parce que les Togolais se sont mobilisés massivement pour aller s'enregistrer sur les listes d'électeurs et que la théorie dit que lorsque la liste des électeurs grandit, c'est à l'avantage de l'opposition. Pour freiner les gens, ils ont trouvé un moyen de mettre la caution à 500 000. Mais on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. C'est comme si c'est les riches seuls qui doivent aller aux élections, alors que la politique, c'est la chose publique. C'est la chose qui doit être à la portée de tout le monde. La politique veut dire comment traiter les affaires de la cité. Oui. Et la cité, c'est la res publica, la chose publique, la chose qui nous appartient tous. Et que tout enfant issu d'un milieu pauvre doit être en mesure d'assumer ses responsabilités aussi longtemps qu'il a la probité et la compétence. Et j'ajoute qu'il faut aussi qu'il ait les moyens, n'est-ce pas? Et les 500 000 font partie des moyens. C'est la probité et les compétences. C'est ça qui est demandé. Parce que si l'argent était le plus important en politique, dans les autres pays, on n'allait pas limiter. Dans tous les pays, même dans les grands pays, où l'argent, ils ont de la richesse, ils ont limité. En France, c'est limité. En Allemagne, c'est limité. L'exemple, c'est quand vous prenez un ancien chancelier allemand comme Helmut Kohl, ou vous prenez la chancelière comme Angela Merkel, qui ont fait tous pratiquement 16 ans au pouvoir. Mais quand vous allez voir la maison où ils habitent aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la maison de simples DG togolais. Mais simple, humble, et modeste, où ils vivent de manière digne. Mais c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de politiciens européens, quand ils viennent ici, en Afrique, ils visitent un certain nombre de leurs amis dans des pouvoirs.
quand ils viennent dans les domiciles et ils voient l'immensité de la chose, mais ils s'étonnent. Alors que c'est ceux-là qui nous envoient de l'aide. Mais si l'argent était le principal en politique, il n'y aurait pas actuellement, il y a une actualité en France, l'affaire Big Malion. Du fait que Nicolas Sarkozy, depuis des années, ce n'est même pas aujourd'hui, ait dépassé le taux de plafonnement dit pour les élections, on cherche à le mettre en prison aujourd'hui à cause de ça. Alors ça veut dire que dans la politique, il doit y avoir une certaine décence et que la politique n'est pas une question d'argent et que l'argent ne doit pas être utilisé comme achat de conscience. C'est que la probité, le programme que la personne propose, qui doit être les bases pour qu'on puisse lui donner mandat pour aller gérer la chose publique pour le reste de la population. Est-ce vrai qu'il y a une ristourne qui est faite dès lors que vous avez un certain nombre de pourcentages? Oui, en principe, je crois que la caution devait être remboursée à partir du moment où vous avez 2%. Et normalement, oui, en principe, quand vous avez 5%, il y avait une disposition qui prévoyait le remboursement, en principe, en guillemets, des frais de campagne. C'est ça. Mais souvent, le plafond qui est fixé, les frais de campagne dépassent toujours compte tenu de la situation. Parce que c'est des plafonds, je crois, qui devaient être dans les 1 million, 2 millions. Ça n'est même pas appliqué. Et souvent, quand les gens vont en campagne, même pour les législatives, les dépenses vont au-delà de 10 millions. Donc, tu ne trouveras jamais de régime qui dit on rembourse 10 millions. Ils ne vont jamais au-delà de 1 million, au-delà de 1,5 million. Donc, en fait, c'est en fonds perdus qu'on va aux élections. Je crois que ça aussi, il faut le réformer demain. Voilà, qu'il ne s'agit pas d'aller donner de l'argent, des valises aux gens parce qu'ils vont aux élections, mais lorsqu'ils vont aux élections, et vous voyez qu'ils sont représentatifs du peuple, ça veut dire qu'à partir d'un certain plafond, qu'il y ait le remboursement d'une partie des frais de campagne. Mais ça doit être mesuré. Parce que c'est pour ça qu'on dit, si l'argent intervient en politique, et que les gens doivent aller comme des élections régionales, et puis après ça, les élections régionales, vous allez donner 20 millions à chacun, tout le monde va se précipiter pour aller à des élections régionales. Alors qu'il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'aller chercher un moyen de se faire des fonds. Mais il s'agit d'un engagement moral. Il s'agit d'un engagement pour la nation à aller gérer les affaires de la cité, à aller améliorer les affaires de la cité et aller trouver des idées qui peuvent faire la prospérité des fils et des filles d'une certaine cité. Et alors, qui paie le cautionnement? Le candidat ou bien la liste du candidat? Normalement, les textes disent que chaque candidat alors paie une caution. Aujourd'hui, on dit que c'est 500 000. Et là aussi, il y a un flou. Il y a un flou parce que quand on dit que chaque candidat paie 500 000, la question se pose aujourd'hui de savoir, est-ce que c'est les candidats titulaires qui payent? Parce que le titulaire, c'est suppléant. Voilà, et le suppléant. Oui. Ou bien les candidats suppléants aussi payent. Parce qu'eux tous ont le dénominateur candidat. C'est ça. En réalité, si vous voulez aller dans la sémantique, à partir du moment où on dit candidat, titulaire aussi est candidat. Oui. Un suppléant aussi est candidat. Et à partir de ce générique-là, ça veut dire que les deux doivent payer. Même quand vous allez à la CENI aujourd'hui, certains ont demandé à certains membres de la CENI, ils leur ont dit que non, c'est le titulaire seul qui paye. Mais d'autres membres de la CENI ont dit à d'autres qu'on a dit candidat, que c'est tout le monde. Donc, dans la CENI, même où ils organisent les élections, ceux qui ont la décision primaire, eux-mêmes ne savent même pas encore qui doit payer et qui ne doit pas payer. Ce qui est dommage, ce qui est je ne sais pas comment le dire. Ça fait honte. Ça fait honte. On a des compétences. Pourquoi les choses doivent rester comme ça? Pourquoi créer ce genre de vide? Voilà un peu. La question s'est posée au niveau des élections locales dernières. Pour savoir si les titulaires et les suppléants doivent payer. Il y a eu une longue discussion. Et finalement, à la fin de la discussion, ils ont cédé en disant OK, que les suppléants ne payent pas. C'est ça. Mais ce n'est pas écrit dans les textes. Si c'est écrit dans les textes, ça veut dire que chaque siège candidaté donne lieu à 200 000 francs de caution, à 500 000 francs de caution. Ça veut dire que dans ces conditions, on ne compte pas le nombre de candidats, mais on compte le nombre de sièges. Parce que le nombre de candidats est égal au double de sièges. C'est ça. Et vous voyez, ça veut dire que voilà, il y a un vide dans le texte. Et cette nuance-là, il faut nécessairement le préciser. Et qu'est-ce qu'il dit concrètement là-dessus? C'est ce que je dis, que la CENI ne sait pas. La CENI ne sait pas. Heureusement que le dépôt des candidatures
ne coïncide pas avec le paiement de la caution. Tout à fait. Ouais. Donc on peut déposer. Oui, on donne un délai pour le dépôt des candidatures. Oui. Pour le moment, c'est jusqu'au 28. Oui. Quand même ça colle trop au nez des gens. Maintenant, après le 28, les candidatures qui sont retenues, on vous demandera d'aller payer la caution. On donnera un délai, peut-être, je crois que c'est généralement d'une semaine aussi, pour aller payer la caution. Donc c'est dans ce délai-là vous payez la caution, avant qu'une autre étape ne vienne. C'est pour ça que je dis que normalement, si la CENI là est compétente, la CENI la plus incompétente que moi j'ai jamais vue. C'est nul quoi. Zéro carré, zéro branché. Ce n'est pas une institution, c'est les hommes qui l'animent, n'est-ce pas? Oui, puisque ça s'appelle toujours CENI, mais c'est les hommes qui l'animent. Tout ça devait faire partie d'un chronogramme. Et le chronogramme devait être établi. Le chronogramme, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas commencer le recensement électoral quand le chronogramme n'est pas établi. Parce que dès le recensement électoral, le chronogramme devait être là. Ça veut dire que tu vas t'enregistrer. Parce que peut-être demain, tu veux être éligible. Oui. Tu veux être éligible parce que tu sais que dans 9 mois, il y aura des élections. Et que dans 9 mois, j'aurai payé mes dettes précédentes et je peux prendre une autre dette pour être candidat. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est un processus linéaire. Et on ne comprend pas que ce pouvoir et sa CENI ne savent pas que c'est un processus qui doit être fait comme ça. Ce qui est fait aux populations aujourd'hui est dommage. Non seulement c'est dommage, parce que ça piétine les droits des populations, mais ça fait honte un peu. Parce que ces lacunes-là qu'on laisse. Aujourd'hui, les populations ne savent pas. Est-ce qu'un conseiller municipal peut être conseiller régional? Est-ce qu'un conseiller régional peut être député à l'Assemblée? C'est ça. Est-ce qu'un maire peut être président du conseil régional? Est-ce qu'un président du conseil régional peut être député à l'Assemblée? Cette question qu'on appelle incompatibilité ou compatibilité n'est pas réglée. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, et pourtant, il y a des juristes. Qu'est-ce que vous en savez là-dessus? Que disent les tests? C'est pas précisé dedans? Non, il y a un flou. Il y a un flou. Vous êtes un conseiller municipal, c'est ça? Oui, moi je suis un conseiller municipal. Vous pouvez prétendre à être député? Voilà, c'est ça la question qu'on se pose. Est-ce qu'en tant que conseiller municipal, est-ce que je peux déposer ma candidature pour être conseiller régional? C'est ça la grande question. C'est ça. Voilà. Maintenant, est-ce que je peux déposer ma candidature pour être député? Oui. Maintenant, on organise les deux élections ensemble. Oui. Est-ce que je peux déposer dans la même circonscription ma candidature pour être conseiller régional et en même temps pour être député? Est-ce que la double candidature est autorisée? C'est ça. Apparemment, oui. Mais ce n'est pas clair. Je dis parce que ce n'est pas empêché dans les textes. Alors, est-ce qu'il y a et qu'on considère que tout ce qui n'est pas empêché est autorisé. Vous voyez? Maintenant, mais c'est terrible, quoi. C'est terrible. Alors, que le chef d'État soit entouré des gens et qu'on laisse ces lacunes dans les textes. Quand moi j'ai lu les textes, le code électoral doit normalement régler tout ça. Le code électoral, à partir du moment où on organise ces élections, le code électoral doit avoir un chapitre dit incompatibilité ou compatibilité. Et ce chapitre doit traiter municipal, maire, régional, président de conseil, législatif, même sénateur. Ce chapitre-là doit traiter de qui peut être ci et en même temps être ça. Qui peut ne pas être ci et en même temps être ça. Un chapitre du code électoral doit traiter ça. Moi, pour le savoir, maintenant un peu, et je vais mentir si je dis ici, je fais une affirmation. Mais je peux faire des suppositions. Mais je ne peux pas faire d'affirmation, c'est que j'ai lu la loi sur la décentralisation. J'ai lu le code électoral. Et j'ai fait une comparaison entre la loi sur la décentralisation et le code électoral. Et je conclus sur supposition. Parce que je voudrais bien peser tout le monde leur sens. Que le poste de conseiller municipal n'est pas compatible avec le poste de conseiller régional. Mais que le poste de conseiller municipal est compatible avec le poste de député et que le poste de conseiller régional est compatible avec le poste de député. En tout cas, c'est ce que je lis pour le moment. C'est ça. Alors, c'est le gouvernement qui a fait la proposition de loi à l'Assemblée, on a adopté, qui doit nous expliquer est-ce que ce que je dis est vrai. Et c'est une obligation. Ce n'est pas moi qui dois venir expliquer. J'ai été député, aujourd'hui je suis citoyen. Celui qui a fait le test de loi est la CENI, celui qui organise les élections, qui doit pouvoir expliquer ça. Maintenant, il y a deux sortes d'incompatibilités. Il y a les incompatibilités au niveau des candidatures. Si l'incompatibilité est fixée au niveau de la candidature, ça veut dire que moi, conseiller municipal, je ne peux plus être candidat
au niveau du conseiller régional. Voilà. L'incompatibilité peut être située au niveau du siège élu. Ça veut dire que je peux être conseiller municipal, mais je me pose candidat pour les élections régionales. Si je gagne pour les élections régionales, je choisis si je veux demeurer conseiller régional ou si je veux rester conseiller municipal. Pas de cumul en tout cas. Voilà. Si je veux devenir conseiller régional, alors je démissionne de mon poste de conseiller municipal et je deviens conseiller régional. Donc, si je suis maire et que je mets ma candidature pour le conseil régional, la question se posera de savoir, au moment de l'élection du président de région ou du vice-président de région, je ne peux pas être maire et vice-président de région, parce que c'est deux fonctions exécutives. Mais est-ce que, donc ça veut dire que je peux me laisser élire en tant que conseiller régional, même en étant maire. C'est au moment maintenant où on veut élire le président de région qu'on va me dire, avant de devenir candidat pour le président de région, va démissionner en tant que maire. Et je donne ma démission, mais tout ça, ce n'est pas clair. Je dis ce que je dis là, c'est ma lecture des textes et que le pouvoir n'arrive même pas à expliquer. C'est ça leur devoir. Ils ont le siège, ils ont les postes pour pouvoir faire ça. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Ils ne le font pas. Un peu de pédagogie donc dans cette émission pour comprendre ce mécanisme, ce 12 scrutin pour lequel les Togolais sont appelés pour le 13 avril, pour une première. On n'en a pas l'habitude de voter pour deux élections le même jour. Ça doit être une expérience bonne, amère, difficile pour les Togolais, pour vos bases, vos militants. Non, légèrement difficile. Oui. Mais en fait, c'est une bonne expérience à laquelle il faut s'habituer parce que on a des pays où le Togolais étaient ceux qui ont été des enseignants, ceux qui ont été des éducateurs là-bas, mais qui sont arrivés à faire le double, le triple scrutin. Vous vous souvenez, dans ce Togo, il y a encore 10 ans, dans vos quartiers, dans nos quartiers, on appelait des gens Abidjanto. C'est ça. Congoto. Niameto. Kamaloto. Voilà, Kamaloto. Et qu'est-ce que c'était? C'était des enseignants qui étaient allés enseigner là-bas et qui revenaient. Et c'est pour ça qu'ils ont ces noms. Donc, c'est le Togo qui a fait la fonction d'enseignant dans la plupart de ces problèmes. Il y a même des Libreville-to. Ça, il y en a plein. Donc, c'est ça. Alors, le Niger est arrivé à organiser les scrutins généraux. Le Congo est arrivé à organiser les scrutins généraux. Là, c'est encore pire. Parce que il y a des municipales, il y a des sénatoriales, il y a des provinciales. Chaque province a 3 niveaux. Parce qu'il y a des présidents de province, il y a des gouverneurs de province qui ont eux aussi leur propre assemblée. C'est-à-dire qu'il y a l'Assemblée nationale, et puis il y a l'Assemblée de la province. Et puis maintenant, il y a les gouverneurs de province. Donc, il y a tout ça, mais ils sont arrivés à les organiser ensemble. Donc, ça ne doit pas être aussi difficile à faire. Vous vous souvenez, le CAR était le parti qui, depuis 3 ans, à la fin des élections présidentielles, disait qu'il fallait coupler. Nous, on a toujours, si vous venez tous les textes, nous avons toujours dit qu'il fallait coupler. Personne ne nous écoutait parce que le couplage pour nous permettait au niveau des fonds d'État pour l'organisation des élections d'économiser au-delà de 15 milliards et dans les dépenses de campagne nous-mêmes, que ce soit UNI, que ce soit les autres partis de l'opposition, d'économiser dans les 40 milliards en allant. Parce que l'État aussi qui doit organiser le second scrutin économise ce qu'il doit organiser, mais en même temps, les dépenses de campagne que nous devons faire pour la deuxième élection, nous aussi, nous de l'opposition qui dépensons peut-être 3 milliards pour toutes les élections, on l'économise, et le pouvoir qui dépense au-delà de 30 milliards aussi économise ses sous. Et ça, c'est de l'économie qui permet au truc de circuler. Donc, on était d'accord. Maintenant, ce qu'on ne sait pas encore, c'est est-ce que les urnes vont être distinctes? C'est ça. Voilà. Et les listes aussi. Voilà. Les bulletins de vote. Tout à fait. Les bulletins de vote. Les bulletins de vote peuvent être distincts sans que les urnes ne soient distinctes. Parce que on peut faire un bulletin pour les régionales et un bulletin pour les législatives. Tout à fait. Ce bulletin peut avoir telle couleur, celui-ci a une autre couleur. Mais on peut les plier, on peut les mettre dans la même urne. Après, quand on renverse l'une, on met les législatives de côté, on met les régionales de côté. Mais il arrive dans des pays, dans beaucoup de pays où par prudence et pour aller vite, après pour le comptage, on fait en sorte qu'on met dans chaque bureau de vote 2 urnes. Et dans les urnes là, vous passez, vous rentrez dans la salle de vote,
vous mettez le bulletin pour les législatives ici, vous continuez, il y a une autre urne, vous mettez le bulletin pour les législatives, pour les régionales là-bas, et puis vous sortez. C'est ça. Voilà, il y a aussi ça. C'est possible. Et ça veut dire qu'on est obligé d'avoir le double d'urnes qu'on a. Mais de toutes les façons, on économise, surtout, c'est peut-être la commande des urnes. Si les urnes coûtent à la commande 1 milliard, si on le double, ça veut dire que l'élection coûte 1 milliard de plus. Mais ça veut dire qu'on économise 15 milliards et on dépense 1 milliard. Voilà. Donc, voilà un peu les schémas qu'il y a. On ne sait pas quel schéma ils ont choisi. Mais tout cela, ça prend du temps parce qu'en réalité, hein, on est proche déjà d'avril. Hein. Oui. Alors, ça doit venir d'où les explications que vous donnez là, cette mobilisation, cette civilisation? C'est la CENI. C'est la CENI, elle est incompétente, elle est totalement. Mais c'est-à-dire que moi, je n'ai jamais vu. Vous l'avez déjà dit. Et puis, leur temps est même passé. Il faut les renvoyer. Ils ont 1 an. 1 an est passé, on les garde illégitimement incompétents pour organiser cette élection-là. Les explications que je donne ici, et dont tout n'est pas, comment dit-on, comme dans un verre de cristal, c'est eux qui doivent le donner. C'est leur rôle. Aux précédentes élections, jusque avant les élections de 2020. Est-ce qu'on attend l'ouverture de la campagne pour le faire? Non, vous vous souvenez que la CENI, les anciennes CENI nous invitaient, nous les partis politiques et vous les journalistes dans Hôtel Ibis à l'époque. Et à Hôtel Ibis, ils nous prennent, ils nous expliquent le processus bien avant. On commence, on convoque tous les acteurs et on leur explique en ce à quoi vous faites face. Voilà. Et à chaque étape, on nous convoque pour nous expliquer. Au moment du fichier électoral, on nous convoque pour nous expliquer. Quand le fichier est fini, on l'a affiché, on a fait, on veut le clôturer, on vous convoque pour vous le dire, pour que vous sachiez que c'est clôturé. Si vous ne venez pas suivre et dire à vos populations ce qu'il faut faire, cette étape va passer. Après, il y a l'annonce des élections. Comment est-ce qu'il faut préparer les pièces? On vient, on vous appelle, on vous le dit. On vous dit les délais qu'il va y avoir. On vous dit les conditions de réclamation. Et puis on passe à telle étape, on fait. Et quand on nous invite, nous les acteurs, après on invite les journalistes aussi, on le leur dit. Et pendant que nous sommes partis, les journalistes continuent à faire le travail sur les médias. Aujourd'hui là, je ne sais pas combien de fois la CENI, cette CENI-là vous a convoqué, combien? On communique beaucoup par WhatsApp, par voie électronique, plus en plus. Ah, par WhatsApp et par voie électronique. Donc vous avez tout. Alors la question aussi, c'est le rôle de ces conseillers régionaux. On sait que le député, bon, il est à l'Assemblée de façon classique, on sait votre rôle là-bas. Mais à quoi vont servir ces conseillers régionaux dans la pratique? Et quel est ce démantèlement de la décentralisation? Alors, le conseiller régional, c'est le niveau supérieur des municipalités. C'est ça. Ouais. Nous avons choisi au Togo 2 niveaux de décentralisation. Le premier niveau de décentralisation, c'est les communes. Et le second niveau de décentralisation, c'est les régions. Alors, comment c'est fait? Il y a un certain nombre de compétences qu'on laisse, que l'État qui était concentré laisse à la gestion des élus locaux et des élus régionaux. Alors, dans ces compétences, il y a un certain nombre qui sont exercés par les élus municipaux et il y a un certain nombre qui sont exercés par les élus régionaux. Alors, quand vous prenez par exemple les écoles primaires et la maternelle seront gérées par les conseillers, par les municipalités. C'est ça. Les CEG et les lycées seront gérés par les régions. Voilà par exemple, voilà un exemple. Quand vous prenez les hôpitaux, les dispensaires, etc., tout ça seront gérés par les maires, donc les municipalités. Les CHR, les hôpitaux régionaux, seront gérés par les régions. Donc, dans tous les paliers, comme ça. Quand vous prenez dans l'agronomie, il y a un certain nombre de questions d'assistance directe aux paysans, etc., qui seront gérées par les municipalités. Mais tout ce qui appartenait au DRDR seront gérés par les régions. Donc, c'est comme ça que c'est réparti. Les compétences sont en fait partagées. C'est comme ça que c'est fait. Et donc, chacun a ses compétences. Et il y a même des compétences partagées. Il y a des choses qu'ils ont l'obligation de faire ensemble. Souvent, les questions d'environnement sont des questions de compétences partagées. Le reboisement, etc., c'est des compétences partagées. Ils se combinent pour le faire. Donc, voilà un peu comment les choses sont faites. Maintenant, quand vous avez une route qui traverse juste une commune, ça veut dire que ça, c'est la commune qui s'en occupe. Vous avez, par exemple, prenons un exemple, le pavé de Djidjolé. C'est la commune Golf 5
qui s'en occupe. Maintenant, vous avez une route qui quitte une commune, qui va dans une autre commune de la même préfecture. Ça, soit la région peut le traiter, ou si l'intercommunalité fonctionne, l'intercommunalité peut le gérer. Maintenant, vous avez une route qui quitte une préfecture pour aller dans une autre préfecture. La route qui quitte, je ne sais pas, disons une chose, Ngotié, et qui va rejoindre Palimé. Voilà, à partir de Ngotié-Monou. Si cette route-là doit être goudronnée, entretenue, ça veut dire que cette route, c'est une route régionale. Et que c'est la région qui va s'occuper à ce que cette route soit en bon état. Donc c'est un peu comme ça que les choses sont réparties. Les municipalités ont des maires et les régions ont des présidents de région. Donc les vrais chefs de l'exécutif des régions, c'est les présidents de région. C'est ça. Maintenant, le gouvernement a prévu de nommer des gouverneurs. Des gouverneurs, oui. Et les gouverneurs vont être comme des préfets au niveau de région. Ils vont être chargés, pas de gérer l'argent, mais du contrôle de l'égalité. Vous savez que depuis que les municipalités sont là, les préfets ne gèrent plus de l'argent, les projets ne gèrent plus des projets de développement, les maires font les projets de développement, et quand tu fais le projet de développement, tu fais le budget, tu envoies au préfet pour voir si la façon dont tu as prévu de dépenser les fonds, si là où tu as prévu intervenir, c'est dans tes droits, le contrôle de l'égalité. Il dit, ah, tu n'en ferais rien, donc allez, vas-y. Oui. C'est la même chose que les gouverneurs vont gérer par rapport au président de région. Alors, intervient à ce niveau une anomalie grave et criante. Encore. Qu'ils ont laissé encore passer. Et c'est pour ça qu'il faut reconnaître que ceux qui sont autour du chef de l'État ne l'aident pas. Alors, je ne sais pas pourquoi lui aussi, il garde les gens qui ne l'aident pas, mais il les laisse là-bas. Généralement, dans les grandes villes, vous le connaissez comme Paris, même comme Abidjan, vous savez qu'il y a les grandes mairies. Donc, le Grand Lomé doit avoir une mairie. Mais il ne voulait pas que Lomé ait une mairie. Parce qu'il craignait que, compte tenu de la façon dont les municipales sont passées, que s'ils créent une mairie à Lomé, que c'est l'opposition qui va le remporter. Alors, ils ont changé ça en Dagle. District autonome du Grand Lomé. C'est comme ça on l'appelle. Alors, le district autonome du Grand Lomé se comporte comme une région. Donc, c'est un district qui se comporte comme une région. Il a un gouverneur. Mais maintenant, la région maritime aussi a un gouverneur. Et le Grand Lomé élit des conseillers régionaux qui vont là et qui ont pour gouverneur le gouverneur de la région maritime. Et en même temps, Lomé a un gouverneur. Lomé va se comporter comment? Donc Lomé a deux gouverneurs. Voilà, parmi ces deux gouverneurs-là, qui va avoir le droit? Qui va régner? Et ça, là, ils n'ont pas su l'expliquer pour que le Conseil des ministres prenne la décision qu'il faut. En réalité, compte tenu de la population de Lomé... Cela n'obéit pas, n'est-ce pas, à la carte géographique même de la région maritime. Puisque nous avons le Grand Lomé, à part plus de la région maritime, le reste. Voilà. Oui. Normalement, c'est ça. À partir du moment où il y a ça comme ça, le Grand Lomé doit se comporter comme à lui seul une région. Mais une région autonome, comme on dit souvent dans les cantons, on dit village autonome là. Comme une région autonome. Et cette région autonome, c'est ça qu'ils appellent le district. Qui doit avoir son autonomie, sa gestion, etc. Par rapport au reste de la région maritime. Et par rapport à ça, ils ont décidé que les communes vont envoyer la moitié des conseillers de district et le chef de l'État va nommer la moitié. Ce qui est encore déjà une anomalie. Il y a peut-être une petite compréhension, c'est que le gouvernement a son siège à Lomé. Et que l'État craint que si le Grand Lomé, le district, n'est constitué que de conseillers élus et qu'ils sont majoritairement de l'opposition, ça veut dire que l'État vit sur un territoire où c'est l'opposition qui gouverne. Ou voilà, dans notre situation. En fait, ce n'est pas grave. Parce que quand Mitterrand était au pouvoir, et Chirac a été maire de Paris. Et aujourd'hui, quelqu'un d'autre est au pouvoir et un socialiste est maire, la dame là, Hidalgo, est maire de Paris. En principe, dans une démocratie, ça ne pose pas de problème. Mais ici, ils ont peur que comment donner la capitale où le gouvernement siège, comment le laisser à l'opposition. Mais à la limite, qu'à cela ne tienne, qu'il trouve au moins un équilibre qui fasse en sorte que Lomé soit une entité, gouvernorat, district, distincte de la région maritime, où deux gouverneurs n'interviennent pas en même temps.
Ce n'est pas logique. Ça ne répond à aucune logique. Alors, dans votre entendement, vous aurez souhaité que la région maritime n'ait pas de gouverneur ou quoi? Non, dans notre entendement, Oui. le Grand Lomé doit constituer une région autonome sous le nom de district. D'accord. Le reste de la région maritime, oui. qui a son gouverneur. Oui. Donc ce gouverneur du Grand Lomé n'intervient pas dans la région maritime. Oui. Le reste de la région maritime doit être constitué comme une région et doit avoir son gouverneur. Voilà, et ce gouverneur-là n'intervient pas dans le Grand Lomé. Sinon, il y aura télescopage, il y aura des problèmes. Voilà. Donc, Lomé comme Grand Lomé comme district ne doit pas rentrer dans le cadre du reste de la région maritime. Comment vous allez faire? Donc, deux entités. Donc, Lomé va avoir ses conseillers de district du Dagle et Lomé va avoir encore en même temps des conseillers régionaux que les autres n'ont pas. Pourquoi ces deux pièces coupées différemment? Alors, le plus compliqué, c'est quand il y aura des conflits de compétences. Hein? C'est ça. Puisque, oui, il y aura plein de conflits de compétences. Et ça, je crois qu'il faut l'éviter. Peut-être aujourd'hui, parce que le pouvoir a l'impression qu'il maîtrise tout. De toutes les façons, c'est mes hommes partout. On met la main sur tout. Et si quelqu'un veut broncher, il suffit qu'on lui donne des ordres. Mais ça, c'est pas toi qui dois le faire. Nous avons dit que c'est l'autre qui doit le faire. Terminé. Mais, quand les choses vont évoluer, si on va à ces élections régionales, tout comme les populations sont mobilisées pour le recensement, et qu'il y a un certain nombre de grandes régions qui sont tombées dans les mains de l'opposition. La moitié des régions sont tombées dans les mains de l'opposition et la moitié ici. Et qu'il faut régler entre les régions et l'État qui doit déterminer ça. Ça, c'est de la compétence de qui? Le gouvernement veut ceci, mais la région veut autre chose. Et que ça devient un conflit de compétences. Comment on fait? Telle région veut ceci et telle région veut autre chose. Comment on fait? Grand Lomé veut faire ceci. Grand Lomé veut mettre, comment l'appelle-t-on, ses taxes d'habitation à tel niveau. Et en même temps, la région maritime veut mettre ses taxes d'habitation à quel niveau? Parce que Lomé voit qu'il y a un peu de l'argent, il veut le mettre à un taux un peu plus élevé. La région maritime lui dit niet. Il dit, je suis gouverneur, toi aussi tu es gouverneur, tu n'as rien à me dire. Donc, ce cas qui et il dit, moi je suis gouverneur, moi je te coiffe. Mais les dehors le titre de gouverneur. Alors, vous faites comment? Dans ce cas, qui va arbitrer? Je ne sais pas, c'est peut-être la Cour suprême. Parce que sur deux conflits entre deux localités, c'est la Cour suprême. Mais la Cour suprême peut se trouver dans un casse-tête. Parce que les textes ne sont pas clairs. Il y a de la confusion dans les textes, il y a de... Comment on appelle ça? Il y a un amalgame dans le règlement des constitutions. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des choses où la Cour suprême ne peut même pas régler. C'est ça. Dans tous les cas, ces scrutins sont dans l'ordre normal du processus démocratique, n'est-ce pas? C'est bien prévu par nos textes. Hein? En principe, c'est prévu par nos textes. Alors, parce qu'il y a la question de la Cour constitutionnelle aussi qu'il faut dégager, deux qui vont siéger, n'est-ce pas? Pour que ce soit complet depuis là. Ce n'est même pas deux. Il en manque beaucoup. Oui. C'est deux qui manquent à la Cour constitutionnelle. Non. Il y a deux qui n'avaient pas été élus. Oui. Il manque. Il y a un qui a été décédé, c'est le président Assouma, et il y a un qui a été nommé ministre. Donc sur 9, il reste 5. Alors qu'il y a un, comment dit-on, le quota qu'il faut avoir pour que le vote passe. C'est-à-dire que, comment on appelle ça? Quorum. Oui. Voilà, il y a le quorum pour que le vote passe. Alors, si le quorum est de 5 sur 9, et il n'y a que 5 maintenant, et qu'on va et quelqu'un n'est pas d'accord, ça fait 4 sur 5. Comment ça va se faire? Non, c'est-à-dire qu'il y a des institutions, tu ne comprends pas. Tu comprends pas, il y a une autre chose. C'est la HAC. L'Assemblée nationale a déjà nommé ces gens qui doivent siéger à la HAC. Je crois que ça fait déjà 1 mois. Ou même plus. Mais on croyait que c'est eux qui devaient prendre fonction et gérer la future élection. Et puis, avant-hier, patatrac, on dit que l'ancienne HAC, ou je ne sais même pas comment je dois l'appeler, la siégeante ou la sortante, la sortante. La sortante. Oui, que la HAC sortante a fait encore une réunion avec la CENI pour décider de la façon dont ils vont gérer la question des médias des élections. Ça veut dire que les nouveaux sont nommés, mais cet acte dit que c'est les anciens qui vont encore gérer. Donc les nouveaux vont être nommés, on a cité leur nom, ils vont aller s'asseoir dans leur... Oui, alors qu'ils sont nommés depuis 1 mois, et les anciens, dont le mandat est fini depuis, ils vont... Si les autres ne sont pas nommés, on peut comprendre, on peut dire, même quand c'est anormal. Mais les autres sont nommés. Tu sais que tu es membre de la HAC. Tu passes, on te dit nouveau membre de la HAC. Mais tu es assis quelque part et c'est d'autres qui officient.
Mais on ne sait pas pourquoi ça se passe au Togo comme ça. Ça n'a pas de sens. C'est ça. Et malgré tout ça, vous avez bien décidé à prendre part à ces élections. Hein, oui, mais c'est-à-dire que le problème que nous avons... Pas comme en 2018 où le boycott... Le problème que nous avons, c'est que nous avons boycotté en 2018. Et quand nous avons boycotté en 2018, nous avons été critiqués. La population était d'accord avec nous quand on boycottait. Mais 6 mois après le boycott, les gens ont commencé par nous dire, mais ce que vous avez fait là, c'est la grosse bêtise. C'est la plus grande bêtise. Moi, en tant qu'ancien député, je ne parle nulle part. Ceux qui ont encore un peu de la sympathie pour nous, nous disent, ah, oh, on vit bien nos mamie. Mais on est là. Et pendant 4 ans et demi, on nous a répété ça. On nous a répété ça pendant 4 ans et demi. Donc, on a vu que le fait de refuser d'y aller n'empêche pas les autres de travailler. Nous, on avait appelé l'autre assemblée nommée avec la crise Tipeee. Avec le fait que lorsque les élections de 2018 se sont passées, RFI a dit à la fin que c'est environ 8%. On a cru que ça aurait eu une influence internationale et que de toutes les façons, ces gens ne vont pas rester à l'Assemblée jusqu'à la fin. Ils ne vont pas gouverner notre vie jusqu'à la fin. Mais il s'est fait qu'ils sont restés là. Demain, nous allons encore vers la population pour dire que nous allons boycotter. Ah, je ne sais pas comment on va nous recevoir. Oui, voilà. Il y a tant d'anomalies, mais on est... C'est un dilemme, hein? Moi, je suis dans ce dilemme jusqu'à présent. C'est ça. Je suis dans ce dilemme. Quelquefois, quand je cause avec un certain nombre de personnes, c'est vrai que je dis qu'il y a des anomalies. Cette CENI-là, elle est désuète. Ce n'est pas elle qui doit organiser les élections pour nous. Les conditions dans lesquelles on nous met, UNIR même a préparé les élections en catimini. Il a dit dans leur plateforme à leurs militants, préparez les pièces. Pendant que les militants y vont, ils ont créé des zones agricoles qu'ils appellent les ZAP. Et les ZAP, là, qui sont des choses nationales faites avec notre argent, c'est les responsables de UNI qu'on envoie vers les ZAP pour dire comment est-ce que ça se passe. C'est nous, hein, on veut venir vous voir si ça évolue bien. Alors que l'argent de la ZAP, ce n'est pas l'argent de l'UNI qui l'a créé, c'est l'argent de l'État qui l'a créé. Dans le même temps, si un parti d'opposition veut organiser une petite réunion, on lui interdit. Donc, quand on parle de réunion, on ne peut même pas parler de meeting. Il y a des organisations qui ont même demandé à organiser des conférences de presse, qui n'existent dans aucune partie du monde. Une conférence de presse, les journalistes sont là. Vous les invitez, vous n'avez pas besoin d'autorisation, vous n'avez pas besoin de rien du tout. Et quand vous voyez, vous donnez votre information, et le journaliste est responsable de la façon dont il le traite. Des organisations ont même convoqué des conférences de presse, on est allé les bloquer sur le site. Pendant que UNIR a le vent en poupe, on lui souffle à l'oreille de faire les choses. Et puis, on nous surprend avec les élections. Combien de temps encore le Togo va évoluer comme ça? Bien, merci pour toutes ces explications. Ce qui est sûr, vous avez aussi votre rôle à jouer, hein, soit en mobilisant vos membres, en les sensibilisant et surtout en leur expliquant le processus qui est en cours. On est obligé. On est obligé, on leur dit ce que nous connaissons. Parce que nous ne savons pas tout. Je vous ai parlé tout à l'heure des incompatibilités. Je vous ai parlé de l'extrait de naissance. Je vous ai parlé d'un certain nombre de choses qui sont floues. Je voulais parler de la caution par rapport... Donc, nous arrivons à dire ce que nous arrivons à dire, mais peut-être même dans ce que nous disons, il y a des erreurs, parce que même dans le papier, ce n'est pas clair. Oui. Donc, c'est malheureux, quoi. C'est ça. C'est malheureux ce qui se passe. Vivement que la CENI réagisse pour qu'on puisse apporter l'information au niveau de la population, surtout que c'est une première expérience que le Togo va faire, un 12 scrutin le 13 avril prochain. Monsieur Jean, ici, cette émission, cet échange tire à sa fin. Quel message vous avez envoyé Non, de dire aux Togolais de rester debout et de rester mobilisés. J'ai l'impression qu'il y a une étape qui est venue où trop, c'est trop. On est arrivé à la période où on peut dire ça suffit. Et je crois qu'il faut qu'on commence par se réveiller. Moi, il y a des périodes que je n'aurais plus voulu pour ce pays. Mais pour l'avoir, il faut que le pouvoir évolue autrement. Et c'est la responsabilité du chef de l'État qui est là aujourd'hui, même si son poste est querellé depuis les élections, à partir du moment où, depuis les élections de 2020, à partir du moment où il est là, et que c'est lui qui a les leviers du pouvoir, c'est de sa responsabilité. Quand on prend les pays, Macky Sall, dans la crise qui a secoué le Sénégal, il a dit qu'il est possible qu'il libère Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye et qu'il y ait un dialogue national. Il a fait revenir... Convoqué pour lundi, mardi. Voilà. Il a fait revenir Karim Ouad. Et pour qu'on puisse... voilà. Vous voyez, hier, la veille, en Côte d'Ivoire, Ouattara a libéré des gens.
Et il a dit qu'il va y avoir des discussions pour l'organisation des prochaines élections. 2026. Et il a libéré même des gens de Guillaume Soro. Oui. Il a libéré des gens de Gbagbo qu'on avait pris après la crise post-électorale d'il y a 15 ans. Et ils ont dit, ils vont discuter et ils vont voir ce que ça va donner. Mais ça coûte quoi au président Faure de faire revenir Agbeyome, de faire revenir François Akila Soboko, de faire revenir Tikpi Achadam, de faire revenir le commandant Olivier Boko-Haram, de libérer, comment l'appelle-t-on, Oumoulou, de libérer tous les gens de Tigre Révolution, et qu'ensemble, on s'asseye. C'est-à-dire que la période qui vient là a besoin d'une assise profonde pour pouvoir aborder les choses. Il peut faire en sorte que, à partir de ce moment-là, des difficultés que nous avons, que nous réglions une fois pour de bon le problème et que nous soyons bras dessous, bras dessus, et qu'on organise demain des élections. Les gens se voient dans la rue des camps opposés, ils s'embrassent, ils rigolent, ils se font des petites blagues et chacun continue son chemin. Mais ce n'est pas ça qui s'annonce pour le moment, parce que, comme vous l'avez dit, vous avez énuméré des choses où vous avez dit c'est comme ça, mais nous allons quand même. Quand c'est comme ça, les gens y vont. Les gens y vont dans la tête avec une idée de révolution électorale, parce qu'ils voient la fraude venir. Ils voient qu'il y a un qui s'accapare, qui garde tout pour lui et qui organise les choses derrière les autres et qui veut surprendre les autres. La mentalité avec laquelle on rentre dans les élections est différente de ce qui... Et ils vont sur les radios pour crier paix, paix, paix. La paix, même en tant que telle, n'existe pas. La paix, et j'ai l'habitude de le dire, et ça je le répète encore une fois, la paix n'est que la petite fille d'un grand homme solide qui s'appelle droit et d'une petite fille qui s'appelle justice. Là où le droit et la justice ne règnent pas, il ne peut pas y avoir la paix. Ce n'est pas le fait de le crier sur les médias, d'annoncer sur les médias qui permet d'avoir la paix. Voilà, simplement. Vraiment, vivement que cette paix soit une réalité et que cette campagne qui va s'ouvrir bientôt soit plus animée et moins agitée, comme vous le dites, n'est-ce pas, que les adversaires se rencontrent dans la rue et qu'ils continuent leur chemin pour le bien de tous les Togolais. C'est fini pour Rencontre Change aujourd'hui. Monsieur Jean Kissi était mon invité. Merci à vous pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Et pour toutes ces explications que vous avez. Il y a d'autres sujets sur lesquels on doit aux populations des explications qui ne comprennent pas. Toute notre constitution, comme vous l'avez dit, tous les niveaux de décentralisation, qu'est-ce que c'est? On trouvera d'autres émissions pour venir vraiment expliquer aux populations. Merci bien. Le minimum que nous comprenons. Voilà, vous êtes attendus. C'est tout pour Rencontre Échange d'aujourd'hui. Vous retrouvez samedi prochain pour d'autres réflexions. Au revoir et à très bientôt.